Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la marine chinoise a assemblé une flotte afin de conduire un exercice naval dans la mer de Chine méridionale. La flotte inclut de multiples frégates, des sous-marins, ainsi que de nouveaux bâtiments de défense aérienne et côtière. Le ministère de la Défense expliquait que cet entraînement à tir réel constituait un exercice de défense aérienne et sous-marine dans des conditions climatiques difficiles. Il a ajouté que cela faisait partie du programme d'entraînement annuel de la marine. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exprimé le souhait de voir le nouveau dialogue sino-allemand jouer un rôle positif dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiale. Wang Yi est en Allemagne pour co-présider le premier dialogue stratégique sur la diplomatie et la sécurité avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Samedi, lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand Wang Yi, a déclaré que la Chine portait la plus haute considération pour ses relations avec l'Allemagne. Il a par ailleurs rappelé que le dialogue entendait approfondir la confiance mutuelle, stimuler et intensifier la coopération entre les stratégies des deux camps. Il a enfin ajouté qu'il souhaitait que le dialogue puisse contribuer à régler les problématiques régionales et globales. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a assisté à la réunion ministérielle du groupe de soutien international de la Syrie. Il a profité de l'occasion pour saluer la résolution de paix adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs souligné que le processus politique avait connu de nombreux rebondissements. Mais la communauté internationale devait à présent apprendre de l'expérience passée et mettre sur pied un accord politique. La résolution entérine le consensus de la communauté internationale et démontre encore une fois le rôle important du Conseil de sécurité. Cela reflète également la principale aspiration du peuple syrien et donne un nouvel élan à un accord politique pour résoudre le conflit syrien. Nous devons poursuivre dans cette voie et traduire le consensus dans les faits et les aspirations en réalité. Wang Yi a appelé tous les pays impliqués à mettre de côté leurs intérêts géopolitiques et penser à la paix et à la stabilité globale de la région. Il a par ailleurs déclaré que toutes les parties devaient travailler ensemble dans la lutte contre le terrorisme et mettre fin à la crise humanitaire en Syrie. Wang Yi a rencontré le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon durant la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs indiqué que la Chine était prête à travailler avec les Nations Unies pour relever les futurs défis à travers une coopération plus soutenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution avalisant le plan d'action international pour une transition politique en Syrie. L'objectif est de mettre fin à près de 5 ans de conflit dans le pays. La résolution n'aborde pas l'une des questions les plus épineuses de la résolution de la crise syrienne, à savoir le sort du président syrien actuel, Bachar el-Assad. L'espoir renaît quant à l'issue du conflit syrien. Peu après la rencontre de ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution pour fixer les conditions d'une transition politique en Syrie. Le programme établi prévoit des négociations de paix officielles entre le gouvernement syrien et l'opposition, ainsi qu'un cessez-le-feu qui devrait intervenir début janvier. Les envoyés diplomatiques se félicitent de l'issue de cette rencontre. Il est important qu'aujourd'hui, au sein du Conseil de sécurité, il ait été rappelé une fois de plus la nécessité du respect de la souveraineté syrienne. La résolution adoptée confère au Conseil de sécurité un rôle de surveillance des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'accord de Vienne qui prévoyait une action internationale. Aujourd'hui, nous avons franchi un grand pas. Pour la première fois depuis que le conflit a débuté, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution afin d'approuver un plan qui pourrait nous permettre d'y mettre fin. Un plan qui rend possible une résolution pacifique de ce conflit grâce à un processus politique. Cette résolution admet que le processus de paix engagé ne mettra pas complètement fin aux violences, puisqu'il est peu probable que les groupes terroristes qui opèrent sur le territoire syrien, tels que le groupe État islamique et le front al-Nusra affilié à Al-Qaïda, acceptent de se plier au cessez-le-feu.
Le Conseil réunissant les représentants de 15 nations a insisté sur le fait que le peuple syrien décidera seul du futur de la Syrie. Ainsi, cette résolution n'aborde pas ce qu'il adviendra du président Bachar al-Assad. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en appelle à plus d'efforts afin d'accélérer le processus. Il a rappelé que le peuple syrien avait d'ores et déjà tant souffert que toutes les parties impliquées devraient mettre de côté leurs différends et tenter de ramener la paix dans le pays au plus vite. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jafari, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter une résolution demandant à la Turquie de retirer ses troupes immédiatement. Le différend sur la présence des troupes turques avait débuté au début du mois de décembre suite à l'envoi de troupes de renforts supplémentaires dans un camp du nord de l'Irak. La Turquie avait déclaré que cet envoi était nécessaire à la protection de son programme d'entraînement contre une attaque de l'État islamique. La Turquie fait stationner une partie de ses troupes en Irak depuis l'année dernière, mais récemment, elle a envoyé des nouvelles troupes de renfort. Près de 150 soldats ont été déployés dans la région de Bashika au début du mois de décembre, avec pour but d'entraîner une milice irakienne à combattre les militants de l'État islamique. La Turquie a procédé cette semaine au retrait d'une partie de ses troupes pour les déplacer vers une autre base située à l'intérieur de la région du Kurdistan irakien. Mais selon Bagdad, la Turquie doit complètement retirer ses troupes d'Irak. Le 3 décembre dernier, nous étions surpris d'apprendre que les troupes turques se sont positionnées à 110 km à l'intérieur du territoire irakien. Et ce, sans le consentement ou sans même avoir notifié le gouvernement irakien d'une telle opération. Il s'agit d'un fait sans précédent représentant une violation de la souveraineté irakienne. L'Irak a immédiatement étudié cette situation d'urgence et le Conseil de sécurité nationale irakien a expressément demandé aux forces aériennes turques de déclarer le retrait des troupes sous 48 heures. Le représentant permanent de la Turquie à l'ONU a déclaré que son pays respectait la souveraineté territoriale de l'Irak, malgré le différend de la présence militaire turque dans le pays. Nous sommes conscients des tensions, mais aussi dans chacune des déclarations que nous faisons, nous rappelons que nous respectons l'intégrité et la souveraineté territoriale de l'Irak. Nous devons trouver ensemble une solution. Devons-nous combattre Daesh, oui ou non? Les forces irakiennes ont-elles besoin d'un programme d'entraînement spécifique, oui ou non? Il ne s'agit donc pas seulement de la Turquie, cela concerne également beaucoup d'autres pays qui sont impliqués dans cet effort. L'ambassadeur de la Turquie à l'ONU rappelle qu'un grand nombre de soldats irakiens suivent déjà le programme d'entraînement dans la zone en question. Il a par ailleurs indiqué que la Turquie avait envoyé des troupes de renfort uniquement pour protéger ses instructeurs sur place et non pour le combat. Cette vague de tension avec l'Irak survient alors qu'en toile de fond, la Turquie tente de contrer les rebelles kurdes qui ont repris depuis juillet dernier le combat contre les troupes turques. L'ambassadeur de la Turquie aux Nations Unies a indiqué au Conseil de sécurité que son pays tentera de résoudre ce différend à travers la voie des négociations bilatérales. L'armée américaine a annoncé qu'une frappe aérienne de la coalition qu'elle dirige pour lutter contre le groupe État islamique en Irak aurait fait une dizaine de morts parmi les soldats irakiens. L'armée irakienne affirme quant à elle que l'incident aurait tué au moins 30 de ses soldats et en aurait blessé 20 autres. L'erreur de frappe a été commise vendredi alors que les troupes irakiennes combattaient au sol des militants extrémistes aux abords de Falloujah, une place forte du groupe État islamique. Plus tôt cette semaine, l'Irak a rejeté l'offre du secrétaire américain de la Défense, Ashton Carter, qui proposait d'envoyer des troupes au sol et des hélicoptères Apache dans le pays. L'Irak a expliqué qu'un tel déploiement menacerait la sécurité nationale et empiéterait sur sa souveraineté. Le pays a insisté sur le fait que les forces militaires étrangères doivent obtenir l'aval du gouvernement irakien avant d'entrer sur son territoire. Le président cubain Raúl Castro a déclaré que son pays et les États-Unis n'avaient réalisé aucun progrès sur les problématiques principales soulevées l'an dernier pour améliorer les relations bilatérales. Le président cubain a fait cette déclaration lors d'une allocution télévisée à la nation pour marquer le premier anniversaire de la restauration des liens diplomatiques entre Cuba et les États-Unis.
Le président Raúl Castro a déclaré que les problèmes dont la résolution est nécessaire pour normaliser les relations n'ont pas encore été réglés, tels que la fin de l'embargo commercial contre l'île et le retrait de l'armée américaine de la base navale de la baie cubaine de Guantanamo. Il a par ailleurs déclaré que le gouvernement américain continuait d'allouer des millions de dollars aux programmes visant à nuire à la souveraineté de Cuba, comme les projets visant à apporter des changements politiques, à déstabiliser l'ordre économique et social et à financer des radios et des retransmissions télé illégales. Malgré cela, Raúl Castro a exprimé son désir d'améliorer les relations bilatérales. Il a enfin exhorté le président Obama à exercer davantage son autorité exécutive sur les problématiques relatives à Cuba. Bien que le président Obama ait rappelé son opposition au blocus économique, commercial et financier de Cuba, et malgré son appel répété au Congrès, cette politique est toujours d'actualité. La persécution des transactions financières légitimes associées à l'impact extraterritorial du blocus ont été renforcées. Cela a créé des dommages et des difficultés pour nos deux peuples et contraint sérieusement le développement de l'économie cubaine. Les avancées déjà prises par le président Obama, bien que positives, sont en réalité limitées dans leur application et cela retarde d'autant plus leur mise en œuvre. Aujourd'hui à Beijing se tient le second jour de la conférence de travail centrale sur l'économie de Chine. Ce colloque réunit les dirigeants du pays afin d'établir un programme économique national. Ce rendez-vous annuel à huis clos permet de passer en revue les progrès économiques réalisés en 2015 et de définir un plan d'action pour 2016. L'une des tâches majeures du groupe sera de fixer un objectif national pour la croissance du produit intérieur brut au cours de l'année à venir. Les experts expliquent que la stabilité de la croissance économique reste prioritaire pour l'année prochaine, qui sera la première année du 13e plan quinquennal. Cela pourrait être synonyme de pression économique à la baisse. Un objectif de croissance du PIB situé entre 6,6 et 6,8% est également attendu. La politique monétaire, une réforme financière, ainsi qu'une réforme du régime des entreprises étatiques figurent également parmi les thèmes qui seront abordés. Cette semaine, la conférence centrale du travail pour l'économie de Chine se tient à Beijing afin d'établir un programme économique national pour l'année à venir. Le ralentissement de l'économie chinoise et la restructuration des économies régionales sont autant de thèmes clés qui seront abordés lors de la rencontre afin de venir en aide à certaines régions telles que le nord-est du pays qui connaît actuellement de grandes difficultés. C'est peut-être le bâtiment le plus haut de Shenyang. Construit pour devenir un centre commercial, il est aujourd'hui dépourvu d'activité. La croissance du PIB du Liaoning a été la plus basse de tout le pays depuis le début de l'année. Les nombres en disent long sur le moral de la région. Je pense que des mesures visant à stimuler la consommation devraient être imposées. La façon dont les gens pensent par ici est à la traîne par rapport au reste du pays. Afin de comprendre la situation, nous nous sommes tournés vers un expert en économie. Dans le secteur de la vente au détail, les boutiques continuent d'ouvrir, mais elles proposent toutes les mêmes biens et services. Il y en a très peu qui arrivent à se démarquer. Dans le secteur manufacturier, plusieurs problèmes s'imposent. Tandis que l'économie du reste du pays s'est équilibrée au point que le secteur des services contribue plus au PIB que le secteur manufacturier, le nord-est a pris une direction opposée. La plupart des fabricants de la région dépendent de technologies étrangères. C'est le cas du partenariat commercial avec BMW. La priorité a ici été donnée aux profits à court terme plutôt qu'à l'innovation. L'entreprise tente aujourd'hui de s'écarter de cette stratégie qui consiste à modifier et à relancer des variantes d'anciens modèles étrangers qui ne sont plus en production. Elle cherche aujourd'hui à produire son propre modèle de V3. La direction espère qu'il n'est pas trop tard pour opérer la transition. Maintenant que nous nous sommes rendus compte du manque de spécificité des modèles que nous avons auparavant conçus, nous nous concentrons désormais sur la construction d'une marque plutôt que sur la construction d'une voiture. Alors que l'industrie traditionnelle et que le modèle lié à l'investissement décline, de nouveaux modes de croissance doivent émerger. Il faut promouvoir les entreprises privées et créer un environnement où l'accès aux fonds est facilité et sujet à moins de restrictions.
un environnement où l'administration est efficace. Il est vrai que l'intervention du gouvernement et les investissements publics ont grandement contribué à la création de la structure industrielle de la région dans les années 50. La question est maintenant de savoir à quel point il sera difficile pour la région de se départir du passé et de fondamentalement repenser son futur. À Beijing, la forte pollution fait le bonheur des constructeurs chinois de voitures électriques. Depuis longtemps, la capitale chinoise applique des restrictions aux véhicules autorisés à circuler sur les routes. Au cours d'un récent pic de pollution, la ville avait également imposé la circulation alternée un jour sur deux aux véhicules à essence. Cependant, les véhicules électriques sont libres de circuler tous les jours, une mesure qui suscite un intérêt grandissant. Propre, silencieux et capable d'atteindre rapidement la vitesse nécessaire, voilà quelques-uns des avantages des véhicules électriques. Mais dans la capitale chinoise envahie par le smog, le meilleur argument de vente reste la liberté. Pour un montant inférieur à 120 000 yuan, soit 20 000 $, Chen Lao a acheté sa voiture électrique le mois dernier. Les 90 000 yuan supplémentaires permettant de finaliser l'achat ont été subventionnés par le gouvernement. Il n'y a pas de restriction, vraiment pas. Tous les jours, je dois prendre mes enfants à l'école, c'est donc très important. Je n'ai pas à me soucier de savoir quels sont les numéros de plaques d'immatriculation qui sont autorisés sur la route. À Beijing, les ventes de ce type de véhicules connaissent une croissance impressionnante. Cette concession, propriété de Beijing Electric Vehicle Corporation, a ouvert il y a 2 mois seulement. Lors de la seule journée d'ouverture, 154 modèles ont été vendus. L'intérêt pour ce moyen de transport ne montre aucun signe d'essoufflement. Dans notre concession, en comparaison avec le mois précédent, les demandes d'information ont augmenté de 300% ce mois-ci. Il y a encore 6 mois, nul n'aurait pu prévoir un tel enthousiasme. À ce jour et en moins de 2 mois, depuis que nous avons ouvert, nous avons enregistré 660 commandes. En plus des achats individuels, le gouvernement tente de promouvoir l'utilisation de voitures électriques en subventionnant les stations de recharge. De telles incitations sont nécessaires. Cependant, les constructeurs de véhicules électriques ont encore du travail avant de convaincre les conducteurs les plus sceptiques. Je penche plutôt pour une voiture essence, c'est plus facile pour faire le plein. Je n'aurai pas à me soucier de son autonomie. Pour moi, le premier problème des voitures électriques, c'est leur autonomie. Un argument qui ne semble pas préoccuper Chen Lao. Je pense qu'avec l'amélioration technique, une autonomie plus grande ne tardera pas. Les choses ne peuvent que se perfectionner. Chen Lao déclare aimer sa voiture. Il espère qu'ils seront plus nombreux à partager son opinion. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.